par les politiciens locaux, entre autres le maire de Rouen. Donc, il y avait le maire de Rouen, sa femme qui était présidente d'une association, les Amis de Fleubert et Maupassant, la conservatrice du musée Fleubert, qui était donc amie avec la femme du maire de Rouen et le maire de Rouen. Il y avait l'universitaire, qui était donc très socialiste, et qui tenait un peu tout ça. Donc, quelque part, le fait qu'on ait un concept sur Fleubert qui tienne la route, eh ben, ça le gênait, parce que ça lui faisait un peu d'ombre au niveau de son aura d'universitaire. Et au bout du compte, on a essayé de me dégager mon truc. Et tous les contrats que j'ai pu faire autour de ça, les contrats que je n'avais pas vraiment signés ou j'allais signer, eh bien, les uns après les autres, je les ai vus s'écrouler. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, moi, j'avais déjà eu des petits soucis avec mon boulot de magicien il y a bien longtemps, c'était du passé, quoi. Je me suis dit, là, j'ai affaire à des gens sérieux, cultivés, aucune raison que je me retrouve à ces gens-là, si je leur apporte un gâteau avec des fraises et qu'il est beau, ils vont le manger, c'est sûr. Eh ben non. Et donc, moi, j'étais, pour me protéger un peu de tout ça, moi, j'étais déjà rentré en franc-maçonnerie, mais j'étais pas rentré sur Rouen. J'étais rentré sur Paris, parce que je regardais les choses de loin, pour éviter, parce que j'avais déjà eu des problèmes. Donc, c'était pour moi une manière de me protéger. Et donc, j'ai voulu savoir qui était qui. Et en 3-4 coups de fil, le maire de Rouen, franc-maçon. La femme du maire de Rouen aussi. L'universitaire, non, pas l'universitaire. Mais le mari de la conservatrice aussi. Hein, et je m'aperçois qu'ils sont tous plus ou moins au Grand Orient, et qu'au bout du compte, il y a une résonance par rapport au problème que j'avais eu avant, dans mon travail de précipitateur, et maintenant, je m'en sortirai jamais. J'étais un cauchemar. Et là, je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas pigé, et puis j'ai eu la rage, et puis je me suis dit, je vais pas me laisser faire. Et c'est comme ça, mais vraiment par hasard, je me suis dit, il y a intéressé à la franc-maçonnerie de Gustave Fleubert, parce que j'avais été un peu malmené. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien après, il s'est passé des tas de trucs. La première chose, c'est l'histoire de ce tableau. Alors, j'avais fait pas mal de publicité sur Facebook et sur le fait que j'avais présenté mon exposition au musée Fleubert. Et il y a un marchand niçois qui a acheté ce tableau. Il l'a acheté à New York et comme moi, il se retrouve un peu. Enfin, il ne savait pas quand j'avais des problèmes, hein, parce qu'il était niçois, moi je parlais, et que lui a du mal à faire reconnaître ce tableau comme étant le tableau de Gustave Fleubert par l'universitaire en question. Il refuse absolument de reconnaître que c'est Gustave Fleubert. Alors il me demande, est-ce que vous acceptez de m'aider en faisant la promotion du tableau comme étant Gustave Fleubert? Je dis, oui, d'accord, oui, effectivement, je trouve que c'est Gustave Fleubert. Et avec lui, on mène une bataille contre l'universitaire, de ce petit club, hein, des Amis de Fleubert et Maupassant, et on gagne. On réussit à faire reconnaître ce tableau comme étant celui de Gustave Fleubert. Et sans le savoir, je venais de me bagarrer pour se faire reconnaître ce tableau de Gustave Fleubert, et sans le savoir, je vais dans les mains de Gustave Fleubert en franc-maçon. Alors, il y a un truc complètement fou. Alors, on va voir ça tout à l'heure, hein, pourquoi c'est Fleubert en franc-maçon. Et donc, je dis, je règle mes comptes, je vais écrire un livre qui va s'appeler Gustave Fleubert et le Grand Orient franc. Et je vais démontrer que Fleubert est franc-maçon et que Fleubert a eu des problèmes, lui aussi, à son époque, par rapport à ces réseaux d'amitié bourgeoise rouennaise, des bourgeois rouennais qui vilipendait, eh bien, lui ont aussi fait des misères. Ça, et j'ai réussi à découvrir tout ça, mais par rapport à des circonstances, parce qu'il n'y a pas de cohérence entre mes soucis et les soucis de Gustave Fleubert. Il n'y a pas de désir, de recherche raffinée entre le fait que Fleubert soit franc-maçon et mes problèmes. Mais c'est l'ensemble des événements qui ont amené à cette découverte. Alors après, je me suis renseigné par rapport à certaines personnes qui étaient
des érudits sur place. D'après ce qu'ils m'ont dit, c'était connu. Flaubert était maçon, mais il ne fallait pas que ce soit révélé. Pourquoi? On va le voir au cours de cette conférence. Donc voilà un peu la présentation générale, comment j'en suis arrivé à m'intéresser à la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert. Donc, on va maintenant parler, donc là on va voir le tableau de Gustave Flaubert. Donc le personnage qui a peint ce tableau s'appelle Pietersz, un portrait de Gustave Flaubert qui a été fait en 1856 et qui a été fait non pas à Croisset, mais à Paris dans son salon turc. Voilà. Flaubert avait un appartement à l'époque où il était célèbre. Donc là, c'était en plein, je crois que c'est après ou à cette époque-là, il était dans tous les salons littéraires parisiens. Il connaissait très bien l'empereur, il était avec la princesse Mathilde. Enfin bon, donc il avait un appartement à Paris, et donc ce portrait a été fait à Paris, dans son appartement parisien, voilà. Par un dénommé Pietersz. Donc on va voir la suite. Alors, il y a un truc qui m'a, dans les recherches, parce qu'après je me suis mis à chercher, je n'avais pas carrément mes comptes, il fallait aussi que j'ai l'air sérieux dans l'écrit, même pas que j'ai l'air sérieux, il fallait que je sois sérieux dans l'écrit, donc j'ai fait des vraies recherches. Et je me suis très vite aperçu qu'il y avait un lien entre Mitra qui est, au bout du compte, on est avec Mitra dans l'indo-européen, et on s'aperçoit qu'avec Mitra, eh bien, c'est une science que Flaubert a appris, entre autres avec le docteur Jules Cloquet, on verra ça tout à l'heure, qui l'a emmené dans le sud de la France et qui lui a fait découvrir les tenants et les aboutissants de la civilisation indo-européenne. Alors, Mitra. Alors ici, on a un tableau qui fait penser un peu au tableau de l'UMP. Je ne sais pas si vous voyez la similitude. J'ai pris un petit truc. Le bleu, le blanc, le rouge. Voilà. Avec ici l'axe du soleil à midi. Et qui donne effectivement cette couleur blanche qui est ici. Alors, évidemment, ici c'est la nuit, et ici c'est le jour. D'ailleurs, quand l'initié à Mitra se baigne dans le son du taureau, il se baigne dans le soleil qui se lève, dans le soleil levant. C'est une renaissance, attention. Donc il y a tout est lié à ça. Alors, ce culte de Mitra est associé à une science qui s'appelle la hiéroastronomie. Alors, qu'est-ce que la hiéroastronomie? Eh bien, la hiéroastronomie, eh bien, c'est l'étude des astres par les anciens, et à travers ça, l'existence d'une divinité, du divin, dans le mouvement des astres. Et ici, eh bien, on a ça résumé avec ce moment privilégié qui est à 90 degrés, on verra à quoi ça correspond tout à l'heure, et qui résume un peu, en quelque sorte, ce qu'est Mitra. Donc, au bout du compte, le drapeau français est fondamentalement indo-européen, puisqu'il va du bleu, du blanc, l'axe du soleil à midi plein, au rouge, les couleurs de l'eau. Le pays du soleil levant chez les Japonais, c'est blanc et rouge. Voilà, blanc et rouge, bon, parce qu'ils négligent la nuit, c'est le pays du soleil levant, il n'y a pas de ténèbres. Et on regarde donc, le drapeau japonais, blanc, rouge. Donc les Japonais sont aussi baignés dans une culture indo-européenne. Voilà. Et donc pour le drapeau, c'est pas rouge, blanc, bleu, non, c'est bleu, blanc, rouge. Donc des ténèbres vers la lumière. Donc voilà, alors on voit que par rapport à la tenue du Gustave Flaubert, il y a un lien. Et on verra aussi que dans l'œuvre de Gustave Flaubert, la Saint-Antoine, eh bien c'est ça aussi. La tentation de Saint-Antoine, c'est totalement cette idée de la hiéroastronomie, du démon aussi, le démon qui est en soi, qu'il va falloir combattre et puis qu'il va falloir apprivoiser. Et toute cette doctrine indo-européenne, eh bien, fait partie de l'œuvre de Gustave Flaubert. Donc là,
Mitra, la question indo-européenne, eh bien, elle est ce sont les bases intellectuelles de la franc-maçonnerie du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, même on va dire. Et on a des personnages avant Champollion, hein, comme Dupuis, Delaunay, qui ont fait des travaux très importants sur ce concept de Mitra. Hein. Donc voilà, donc là on va aller un peu plus loin. Donc là on a effectivement Mitra, le soleil, donc l'assassinat du taureau et le fait de se baigner dans le sang du taureau, c'est effectivement que ça correspond au rouge, donc l'aube. D'ailleurs, le personnage avec le bonnet phrygien regarde le soleil, et ici la lune, on a ici le soleil et la lune, et on retrouve, au bout du compte, à travers ce tableau, hein, qui est un tableau qui vient certainement de Pompéi, hein, et on a donc une fresque la fresque de Marino. Alors là, je ne sais pas d'où elle provient exactement. Et on retrouve ça chez les Phociens, chez les Phrygiens, chez tous ces peuples grecs qui, à travers leur culte, mettaient en avant les lois de la nature et le divin à travers ces lois. Voilà. Alors voilà, donc le mitraïsme était un culte polythéiste antérieur de plus de 1500 ans au christianisme primitif, mais qui culmine à son apogée à Rome. Mitra est une divinité indo-européenne. Plusieurs documents hittites confirment son existence dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ dans la Perse antique. Le culte obtint une véritable importance et commence à être un peu mieux connu. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Il se développe à Rome, probablement à partir du 1er siècle de notre ère, sans que l'on sache exactement comment il est venu. Introduit dans l'Empire, selon l'historien Plutarque, le mitraïsme serait arrivé en Italie lors des expéditions de Pompée contre les pirates de Cilicie. Toutefois, il semble que son introduction fut plus tardive. Diverses hypothèses existent à ce sujet. Alors, en Italie, à ce sujet, on retrouve souvent des chapelles construites sur des anciens, comment on pourrait dire, des anciens temples de Mitra. Et en règle générale, ces chapelles sont associées à Saint-Antoine. Comme quoi, là, on a encore une correspondance entre l'œuvre de Flaubert, entre autres l'œuvre de Flaubert associée à Saint-Antoine, qui va travailler avec lui toute sa vie. L'œuvre finale, donc la Tentation de Saint-Antoine, la dernière version, c'est 74. Il n'y a aucun travail qui a été fait encore aujourd'hui sur le lien qu'il peut y avoir entre l'œuvre de Flaubert et Mitra. Personne, à ma connaissance, n'a travaillé là-dessus, sur la franc-maçonnerie de Gustave Flaubert aussi. Personne n'a travaillé là-dessus. Donc je suis trop précurseur. Donc, je ne pourrais pas prendre d'auteurs en référence par rapport à ça, parce que je suis le premier. Alors, là, on va parler un peu de... je vous ai parlé déjà un peu du voyage en Égypte, pas encore, je vous ai parlé du voyage dans le sud de la France avec le docteur Jules Cloquet, donc de Gustave Flaubert. Donc là, il est jeune, il doit avoir 15-18 ans. On va voir tout à l'heure que son professeur de dessin était lui-même franc-maçon et qu'il a initié Flaubert à l'âge de 15 ans, entre autres à travers une gravure qui est une représentation du 30e degré du rite écossais ancien accepté. On va voir ça tout à l'heure. Et que cette gravure a inspiré ses œuvres de jeunesse. Donc on va voir un exemple concret, un texte de Flaubert et la gravure. Ensuite, on va s'apercevoir que, eh bien, en 1849, Flaubert est né en 1821, donc il a 28 ans. À 28 ans, eh bien, il est vraiment toujours dedans, puisqu'il va aller avec Maxime Bucan en Égypte, et il va, à partir de là, faire un voyage initiatique. Alors, ce voyage initiatique, aujourd'hui, on le présente comme étant une sorte de sex tour. Il a été voir là-bas, il a couché des petits-enfants, il a rencontré des prostituées, quel branleur, etc., etc. Donc, mais en même temps, c'est pas du tout, par contre, c'est pas du tout, les objectifs du voyage n'étaient pas du tout le fait d'aller dans un bordel. En même temps, à l'époque, au XIXe siècle, les personnages un peu bourgeois fréquentaient les bordels. Donc oui, effectivement, Flaubert a été un peu grossier
sexuellement parlant pendant son voyage en Égypte, mais ce n'était pas du tout sa volonté avec Maxime Ducamp au départ. On était sur un voyage initiatique et sur un voyage incontournable pour sa formation en tant que franc-maçon. Et donc, comment ça s'est passé, ce voyage en Égypte? Eh bien, il est copain avec Maxime Ducamp. Maxime Ducamp, lui, c'est un homme qui est proche du pouvoir. Hein, l'affaire de l'évasion de Varennes, je crois, c'est par rapport à Louis XVI qui essaie de s'enfuir avant d'être guillotiné, qui va aider financièrement, qui va financer l'évasion de Louis XVI. C'est un grand-oncle de Maxime Ducamp. Voilà. Donc on est vraiment dans la très haute aristocratie française. Ducamp, c'est aussi dans sa famille, on a aussi Champollion le Jeune. Non, Champollion le Jeune, puisque Champollion Figeac, donc l'oncle de Maxime Ducamp, va épouser la fille unique de Champollion. Donc c'est vraiment une petite famille. Maxime Ducamp, lui, va régulièrement voir à Paris les conférences sur la campagne d'Égypte, les résultats des recherches. Et Maxime Ducamp, lui, il est déjà franc-maçon, comme Gustave Flaubert, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils vont devenir amis très vite. Hein, quand ils se rencontrent chez Ernest Marié à Paris, ils sont amis tout de suite, mais c'est normal, ils sont frères. Voilà. Donc, en construisant ce voyage en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Donc, Maxime Ducamp, eh bien, il fait partie du même milieu que Gustave Flaubert, hein, milieu maçonnique. L'aristocratie pour Maxime Ducamp, la haute bourgeoisie pour Gustave Flaubert, mais un peu le même milieu bonapartiste, entre guillemets, hein, bonapartiste et franc-maçon. Parce qu'il faut savoir que là, quand Flaubert naît en 1821, hein, c'est la fin du règne de Louis XVIII, et à cette époque-là, la franc-maçonnerie est très puissante. On va dire qu'ils partent avec l'organisation administrative de Louis-Philippe, hein, même si c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, en Égypte. Alors, l'administration de Louis-Philippe, c'est quoi? L'administration de Louis-Philippe, c'est le soutien politique de Méhémet Ali. Hein, Méhémet Ali est le roi d'Égypte et il est soutenu par la France. Hein. Donc, l'idée, c'est de donner à la France une autonomie, de donner à l'Égypte une autonomie par rapport à l'Empire ottoman. Méhémet Ali réclame l'hérédité au niveau de la royauté en Égypte, il réclame l'autonomie de l'Égypte, il réclame aussi l'extension de son empire. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans ce détail historique, mais là où je veux en venir, c'est que ceux qui soutiennent politiquement Méhémet Ali sont tous francs-maçons et ils font partie du Grand Orient arabe. Donc, le logo du Grand Orient arabe ici. Et ce sont des hommes, des scientifiques. Donc on a entre autres Lambervet qui est le bras droit du père Enfantin. Le père Enfantin, là on est dans le Saint-Simonisme. Lambervet qui va créer la première école polytechnique égyptienne à Boudak. On a Clobet, un Marseillais. Donc Clobet, médecin marseillais, qui va être envoyé en Égypte et qui va créer le premier hôpital en Égypte. Donc c'est lui qui est à l'origine de la remédicalisation de l'Égypte. Hein, il y a l'hôpital de Lesbéquier, entre autres, et il va aussi créer une école de médecine en Égypte. Il va aussi créer une école de sage-femme. Donc Clobet. On a aussi le général en chef de l'armée de Méhémet Ali qui s'appelle Soliman Pacha. Et Soliman Pacha, eh bien, c'est un Français, un agent secret de Bonaparte, à l'époque de Bonaparte, et il est chef des armées de Méhémet Ali. Et c'est lui qui est à l'origine de toutes les grandes victoires militaires de Méhémet Ali, qui vont lui donner la possibilité de réclamer l'autonomie de l'Égypte et l'hérédité de sa royauté. Et on a aussi Linon de Belfond.
Linon de Belfond. Linon de Belfond, qui est Linon de Belfond? Linon de Belfond, c'est celui qui va construire les plans du canal de Suez. Donc c'est un scientifique français aussi, hein, donc Linon Bell. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ces gens-là? Parce que vous allez voir le lien tout doucement entre cette franc-maçonnerie présente auprès de Mehmet Ali et nos deux amis Gustave Le Maire et Maxime Ducamp. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on a une loge du Grand Orient arabe avec le roi Farouk Ier, qui est descendant direct de Soliman Pacha, le général en chef des armées de Mehmet Ali, agent secret de Bonaparte. Vous voyez? Donc, il est à moitié français, le roi Farouk Ier. Et ici, on a la démarche de Mitra avec la théophanie la théotechnie des sphères. Vous voyez, les deux sphères ici, la lune, le soleil, hein, comme on a vu sur Mitra tout à l'heure, la peinture qu'on a vue tout à l'heure, et on est ici en Égypte, à Alexandrie. Et ça, c'est avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une maçonnerie qui a perduré. Les membres, les personnes dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, on faisait partie, ils étaient en quelque sorte les piliers de cette franc-maçonnerie. Hein? Tout ça pour en venir, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer un peu l'envergure, l'ensemble du décor, et aussi les amis et ceux qui vont les soutenir pendant ce voyage en Égypte. Tout ça pour démontrer la franc-maçonnerie de Gustave Le Maire, bien entendu. Alors là, on a un texte d'un dénommé Delaunay qui nous parle de la franc-maçonnerie, qui vous montre un peu ce qu'est la franc-maçonnerie selon lui. Alors on a l'arc de triomphe à l'été, mais on voit aussi que là, c'est pas le lever du soleil, c'est le coucher du soleil. On voit que l'édifice a été construit selon les doctrines de Mitra. Et même l'architecture parisienne est dedans. Donc là, on est sur des constructions haussmanniennes, sachant que Haussmann était saint-simonien. Mais je ne vais peut-être pas développer la question du saint-simonisme dans cette conférence. Ici, on a la pyramide avec Orion. Encore une fois, le concept de hiéroastronomie, concept qui va traverser les âges jusqu'à nos jours et qu'on retrouve dans la loge ici. Et le soleil, la lune, la théotechnie des sphères, les piliers, tout ce symbolisme, on le retrouve au niveau architectural et on les retrouve aussi à l'époque des pyramides. C'est une connaissance, une gnose transhistorique qui a traversé les époques. Alors qu'est-ce qu'il nous dit de Delaunay, donc ce savant qui était qui était avec Bonaparte en Égypte? Alors j'appelle franc-maçon ainsi ceux qui, ayant passé tous les grades connus de la maçonnerie vulgaire et qui, surtout étant jugés dignes de savoir, sont enfin, après des épreuves pénibles, d'ailleurs, ces épreuves pénibles, Flaubert en parle dans ses idées reçues. Voilà, un franc-maçon, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va subir des épreuves pénibles et qui va avoir des problèmes avec sa femme. En grosso modo, c'est ce qu'il dit, avec sa famille. Et des délais souvent répétés, ça veut dire que, le gars est rentré, mais c'est pas s'il va ressortir un jour. Admis à connaître le vrai sens des symboles maçonniques, le sens des symboles, c'est évidemment l'ultraïsme, dont on ne leur a jusque-là présenté que des interprétations oiseuses et puériles. Ça veut dire que les trois quarts de la information, on leur a raconté n'importe quoi, et peut-être qu'au bout de... quand ils auront la barbe blanche comme ça, peut-être que leur dira ce que ça veut dire. Donc vous voyez, c'est un peu particulier tout ça. Et alors, le nombre des initiés est peu considérable. Ils gardent leur secret, comme si le salut du genre humain en dépendait. C'est une poignée de fous, éparses sur le globe, qui passent dévotement leur vie à la recherche théorique ou pratique de la pierre philosophale. Et à partir de là, on s'aperçoit aussi que c'est par rapport à Venise que cette grande loge d'Égypte, et en fait ce grand Orient arabe va dépendre. Et d'ailleurs celui qui va être en quelque sorte le patron de tout ça, c'est un type qui s'appelle Drovetti, et qui est aussi un peu vénitien. Donc
Alors là, au XVIIIe siècle, on constate la création de nouveaux ateliers, la loge mère, loge écossaise de Marseille, avec les loges périphériques ioniennes. Hein. Donc on est aussi des loges à Palerme, mais le moyen d'attaquer politiquement, parce qu'on voit qu'en fait la maçonnerie politique dans ces histoires, l'Empire ottoman, c'est de l'éparpiller un peu partout, en Syrie, sur les îles ioniennes, de manière à comploter et à faire tomber l'Empire ottoman. L'un des objectifs de la Grande Loge égyptienne montée à Marseille. On est en plein dans le carrefour historique, là, ici. Donc, loge écossaise mère, donc de Marseille, avec des loges périphériques ioniennes, donc autour de la Grèce. Il s'agit des élites de Corfou, Céphalanie, Zante, ainsi que de quelques autres îles moins importantes. Ces îles sont situées au sud de la mer Adriatique, à l'ouest de la Grèce. La population majoritaire était grecque, mais jusqu'en 1797, ces îles avaient été vassales de Venise. Et la langue administrative était l'italien. Donc on est sur toujours le voyage en Égypte de Gustave Fleur, et là j'ai fait une petite parenthèse. Par les dirigeants fondateurs, les îles ioniennes avaient été conquises par l'Empire français. L'archipel fut administré par deux francs-maçons convaincus, le gouverneur François Donzelot, donc de 1808 à 1814, et la commission impériale avec Mathieu de Lesseps. Tiens, il y a un lien entre Ferdinand Mathieu de Lesseps et comment il s'appelle, celui que j'ai appelé tout à l'heure, Linot de Belfond, celui qui a fait les travaux du canal de Suez. Ce dernier, comme